Georges Fenech, c'est au juge que je m'adresse. Le nouveau Premier ministre, François Bayrou, va être rejugé en appel, puisque le premier procès l'a en quelque sorte blanchi au bénéfice du doute dans l'affaire des assistants parlementaires européens pour détournement de fonds, et donc le parquet a fait appel. Il y aura un nouveau procès. Oui, moi j'ai envie de vous dire, mais ils n'ont rien appris de toute l'histoire politico-judiciaire de ces 30 dernières années. On a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Ça me rappelle, vous savez, ça me rappelle l'époque Urbain avec Mitterrand, Henri Nallet, Kejman, etc. Là, on s'assied totalement sur la justice, voyez-vous. Et donc, on prend un risque considérable et finalement, c'est l'opinion publique qui considérera, et quelquefois à juste titre, que nous sommes peut-être dans une république bananière. Pourquoi je dis ça? Parce que en nommant François Bayrou, et je précise, je n'ai rien contre la personne. Enfin, il s'est nommé, j'ai l'impression. En plus, il s'est nommé, ce qui montre la fragilité du président de la République, qui se voit imposer maintenant le nom du Premier ministre. En nommant M. Bayrou, quel risque on prend dans la mesure où, comme vous l'avez rappelé, le tribunal judiciaire de Paris a jugé l'affaire des assistants parlementaires européens du MoDem, hein, le parti dont M. Bayrou est président. M. Bayrou était poursuivi en qualité président. Il y a eu un autre ancien garde des Sceaux qui a été condamné, hein, Michel Mercier, Benemas, enfin plusieurs personnalités qui ont été condamnées pour détournement de fonds publics. Mais M. Bayrou a été relaxé. Dans la foulée, la procureure de Paris, Laure Bécuot, a interjeté appel de cette relaxe. Elle s'est même fendue, ce qui est assez rare, d'un communiqué pour dire que cette relaxe n'était pas justifiée, qu'il y avait tous les éléments démontrant que M. Bayrou savait, et que donc, elle interjetait appel. Vous allez donc avoir l'année prochaine un procès impliquant M. Bayrou qui sera présent, vous vous rendez compte, l'image, à l'international, devant une juridiction correcte. Mais moi qui suis attaché à la présomption d'innocence, je ne vais pas placer cette affaire sur le terrain de la présomption d'innocence. Il est présumé innocent. Il y a une autre question qui est beaucoup plus institutionnelle, c'est le conflit d'intérêts. Car le garde des Sceaux a autorité, je veux dire le Premier ministre, pardon, a autorité sur le garde des Sceaux, lequel a autorité sur le procureur de Paris. Et donc il va être jugé par un procureur qui va prendre des réquisitions contre lui, sur lequel il a directement autorité. Vous vous rendez compte de la situation? C'est un conflit d'intérêts majeur. Vous pourriez me dire, mais c'était déjà le cas avec Éric Dupond-Moretti, qui était garde des Sceaux, qui s'est retrouvé devant la Cour de justice de la République. Oui, mais Éric Dupond-Moretti s'était déporté pour tout ce qui concernait ses affaires personnelles sur le Premier ministre, qui gérait cela, Jean Castex. Là, c'est lui, Premier ministre, il ne peut se déporter sur personne. Donc, ça ne sera pas tenable, cette situation, voyez-vous. Et je suis très, très surpris que personne ne s'en émeut, personne ne s'en étonne. Mais le jour où ça se présentera, l'audience n'est pas encore fixée. Dans quelques mois, vous verrez que sur le plan institutionnel, ça n'est pas tenable. Comment vous expliquez ça? Mais les faits sont de la même nature. Et je rappelle qu'en première instance, le procureur avait requis contre M. Bayrou 30 mois de prison avec sursis. Pas rien quand même. Et qu'il était à ce Pas moment-là, inéligible? et il avait été, après sa mise en examen, démissionnaire. Il était garde des Sceaux. Il avait démissionné, souvenez-vous. Il était parti comme l'a regretté 2017. sa ministre, l'a regretté, comment s'appelle-t-elle, qui a aussi démissionné, et comme Sylvie Goulard qui avait également démissionné. Enfin, les responsables du MoDem à l'époque avaient démissionné. Ils ne pouvaient pas se maintenir. Et là, tout à coup, M. Bayrou revient par la grande porte, hôtel Matignon, il a autorité sur le garde des Sceaux, sur les parquets. Mais attendez, il y a une affaire qui vous concerne. Même le président de la République, qui est au courant évidemment de toutes les affaires judiciaires, a décidé de désigner François Bayrou sans même évoquer justement cette affaire judiciaire. Mais le président de la République, depuis son arrivée en 2017, s'est assis
sur, vous vous souvenez, la fameuse jurisprudence Balladur, tout ministre mis en examen doit démissionner, c'est assis dessus, complètement. Voilà. Bon, et il a soutenu jusqu'au bout, notamment Éric Dupond-Moretti, etc. Bon. Donc, Emmanuel Macron n'aime pas la justice, n'aime pas ce contre-pouvoir. Je rappelle que son secrétaire général, Alexis Collère, est mis en examen dans une affaire aussi de conflit d'intérêts. Je rappelle qu'il y a eu quand même quelques péripéties, l'affaire Alexandre Benalla, etc. Et que donc, il n'aime pas, au fond, il n'aime pas se devoir rendre des comptes, d'une manière générale, et encore moins à la justice. Donc, c'est un pied de nez, si vous voulez, au juge. Seulement, vous savez, moi qui suis ces affaires depuis très longtemps, je sais que les juges ont toujours le dernier mot dans cette affaire. Voyez-vous, dans ce type d'affaire. Et donc, il faudra bien prendre conscience que nous aurons un moment de la vie démocratique qui ne sera pas anodin. Mais enfin, vous connaissez l'accusation, Georges Fenech. Tout le monde en parle. Est-ce que les juges, eux aussi, ne font pas de la politique? Les juges ont une tendance, effectivement, à faire passer un peu leur idéologie, l'affaire du mur des cons, vous vous souvenez, etc., ou certaines affaires, mais en l'espèce, si vous voulez, on peut pas dire qu'il y ait une ingérence des juges ou un fantasme du gouvernement des juges. Il y a des faits qui sont qualifiés de détournement de fonds publics. Que voulez-vous que fassent les juges? La loi s'applique de manière égalitaire pour n'importe quel citoyen, puissant ou misérable, comme disait La Fontaine. Donc, voilà, ils font leur devoir et ils appliquent la loi qu'a votée le législateur. C'est le législateur qui a voté l'exécution provisoire qui est appliquée à Madame Le Pen, sinon le législateur sous la loi Sapin 2 en 2016. Donc, ben, vous pouvez pas à la fois, il y a quand même, je dirais, un paradoxe à dire vous mêlez de nos mandats, exécution provisoire, éligibilité, et en même temps on vous demande de le faire puisqu'on vote la loi pour cela, voyez-vous. Donc, il faut pas trop accabler les juges dans ce type d'affaires. Par contre, moi, si vous voulez mon opinion personnelle, je pense que l'exécution provisoire qui a été prononcée contre Marine Le Pen pose un véritable problème démocratique. Car si effectivement le tribunal suit les réquisitions, nous le saurons le 31 mars, elle sera empêchée de se présenter à l'élection présidentielle. Et donc le jeu démocratique sera faussé. Mais pour l'instant, on ne connaît pas encore le jugement. Il sera rendu le 31 mars. Est-ce que la présidente du tribunal de Paris va suivre les réquisitions? Si on regarde ce qui se passe dans d'autres affaires, certes, les personnalités sont moins connues. Il y a eu Madame Brigitte Barège à Montauban. Exécution provisoire, elle a perdu sa mairie, le préfet lui a retiré son écharpe dans l'heure. Hein. Ensuite, elle a été relaxée par la suite, mais exécution provisoire. La semaine dernière, Philippe Cochet, maire de Caluire, condamné exécution provisoire, nonobstant appel, comme l'on dit. Donc, il est aujourd'hui de plus en plus fréquent de voir des juges prononcer cette exécution provisoire. Merci, Georges Fenech.